Une simple fleur. Une photo oubliée. Un tueur qui se cache à la vue de tous. Bienvenue dans Détective Eterno, je suis votre hôte Lucas. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette émission. Vos commentaires illuminent toujours ma journée. Kamankins. Le village de Gossington St. Mary avait le charme particulier d'être à la fois pittoresque et vaguement étouffant, un trait commun à de nombreux villages anglais, en particulier ceux où chacun connaissait les défauts, les finances et l'histoire familiale des autres. C'était le genre d'endroit où un scandale, à peine digne d'un haussement de sourcils, pouvait faire frémir un rideau de dentelle. Cette année, la fête annuelle de la Garden Society promettait un véritable échec. Rien que des scones, des dahlias et l'éclat de l'œil de Madame Templeton, qui défendait son titre de meilleure de l'exposition pour ses roses tendres après 5 ans de règne. La fête, organisée dans les vastes jardins du domaine de feu le colonel Merriweather, aujourd'hui généreusement entretenu par sa nièce, Madame Felicity Anderlegg, avait attiré une foule nombreuse, du curé local à l'insaisissable locataire américain de l'annexe du presbytère. Miss Marple arriva à 2h30 précises, vêtue d'une robe lavande pâle et d'un chapeau de paille orné d'une modeste pensée. Aux yeux d'un observateur non averti, elle ne ressemblait qu'à une vieille dame distinguée, fascinée par les bégonias et batambères. Mais sous son regard bienveillant se cachait un esprit aussi incisif qu'un piège d'acier, finement aiguisé par des décennies de confidence au salon de thé et les secrets de la vie villageoise. Elle salua chaleureusement ses vieux amis, sa voix douce ne s'élevant jamais au-dessus du bourdonnement d'une conversation polie. Le jeune George Bartlett, de retour de l'université et impatient de présenter ses théories sur le jardinage biologique, expliquait quelque chose sur le compostage à Madame Hartwell, qui semblait préférer discuter de porcelaine du couronnement. La présentation de Crocus, l'ajout surprise de cette année à la sélection printanière, a attiré l'attention de Miss Marple, non pas pour les fleurs elles-mêmes, mais pour les photos amateurs fièrement accrochées au mur de la tente d'évaluation. Une photo, en particulier un gros plan saisissant de Crocus violet pâle avec une silhouette floue en arrière-plan, a attiré son attention. Elle a légèrement incliné la tête. « Oh, celle-là, c'est la mienne », dit Felicity Anderlegg en apparaissant aux côtés de Miss Marple. « Quel pur hasard, en fait. Je voulais juste capturer la lumière. » Cette silhouette sombre devait être l'une des bénévoles qui installaient le décor. C'est quand même assez artistique, vous ne trouvez pas? Miss Marple sourit. Oh oui, très évocateur. Un accident tout à fait charmant. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un cri strident retentit. Des chaises s'écroulèrent. Un plateau de sandwich aux concombres atterrit dans l'herbe. C'était Madame Templeton, serrant le bras d'un agent de police en uniforme. Il y a un corps, haleta-t-elle, dans le massif de Crocus. Derrière la tente du jury. Un homme, je crois que c'est Monsieur Denham. La consternation envahit la fête comme un caillou tombé dans une eau calme. Monsieur Hugh Denham, le nouveau trésorier de la Garden Society, était plus connu pour son caractère sévère que pour ses compositions florales. Pourtant, un meurtre à Gossington St. Mary, c'était impensable. Pourtant, alors que la foule se rassemblait à contre-cœur près de la tente du jury, les murmures commencèrent. Miss Marple, légèrement à l'écart, jeta un nouveau coup d'œil à la photo du Crocus. La silhouette effleurait. Le positionnement. L'heure de la journée. Elle ne dit rien, mais rangea mentalement une note avec le soin de quelqu'un qui plie une lettre pour la garder en sécurité. La fête, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas continué. Le lendemain matin, le calme qui régnait habituellement sur Gossington St. Mary comme une couverture de laine s'était transformé en un brouhaha de spéculation. Le journal du matin, The County Courier, ne publiait qu'un bref article, tragédie locale à la fête de la Garden Society. Mais les véritables histoires couvaient ailleurs, dans les cuisines, les boutiques et les ruelles étroites où les rencontres fortuites se transformaient vite en théories murmurées. Au cœur du tourbillon des ragots se trouvait le Bluefinch-Tea-Room, un joyeux petit établissement tenu par la veuve Madame Beryl-Simon. Avec ses rideaux brodés, sa porcelaine fine et son choix quotidien de confitures et de potins, il servait à la fois de café et de confessionnal au village. Ce jour-là, le salon de thé était bondé. Des dames, leurs bourses pleines de secrets, étaient assises côte à côte avec des messieurs faisant semblant de ne pas s'y intéresser. Ce sont toujours les plus discrets, dit Madame Hartwell avec un hochement de tête sage, remuant son thé comme s'il pouvait révéler le meurtrier dans ses tourbillons. Étage M, Denham était terriblement discret.
Trop discret, à mon avis. J'ai entendu dire qu'il faisait chanter quelqu'un, murmura mademoiselle Violet Phelps, baissant la voix mais se penchant pour que ses paroles portent malgré tout. Felicity Anderlecht, d'après certains. Quelque chose à propos de la succession Merriweather et de fonds disparus. Miss Marple, assise près de la fenêtre avec une modeste part de gâteau aux graines, ne disait rien. Elle écoutait, comme toujours, non pas les paroles, mais les personnes derrière elle. Le regard de Violet Phelps se posait trop souvent sur la table près des pots de sucre, où le jeune George Bartlett était assis seul, jouant nerveusement avec une cuillère à café. Et Madame Hartwell, malgré toutes ses déclarations vertueuses, évitait le regard du révérend Calton, qui venait d'entrer et s'assit dans un grincement de protestation sur sa chaise en osier. « C'est odieux, tout simplement odieux, » dit le révérend en ôtant son chapeau. « Un meurtre dans notre village. » Je connaissais bien Hugh Denham. Stern, oui. Mais odieux? Jamais. Il devait me rencontrer lundi pour discuter des comptes du fonds de restauration. Ah, dit Madame Hartwell un peu trop vite. Les comptes. C'est un sujet délicat depuis des semaines, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'était compliqué, répondit le révérend d'un ton doux. Seulement, déroutant. Quelques incohérences, peut-être. Monsieur Denham essayait de démêler le tout. Il était méthodique à l'excès. De l'autre côté de la pièce, Felicity Anderlecht entra discrètement. Elle paraissait pâle, mais sereine, ses cheveux auburn coiffés en chignon habituel, malgré un foulard vert mal noué. Elle accepta les condoléances d'un signe de tête gracieux et prit place à une table dans le coin le plus éloigné, seule. Miss Marple remarqua la distance qu'elle gardait avec les autres. « Pauvre Felicity » murmura Madame Simon en remplissant le sucrier. « Cela va sans doute rappeler la mort du colonel. Il est décédé dans ce même jardin. Le saviez-vous? Une crise cardiaque. Enfin, ce n'est pas la même chose qu'un meurtre. Oh, vous pensez que c'est quelque chose dans la terre? » Miss Marple sourit faiblement et plia sa serviette. « Non, ma chère. Je pense plutôt que c'est une question de peuple. » Ces paroles passèrent inaperçues, sauf auprès du jeune George, qui leva brusquement les yeux. Après son thé, Miss Marple prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, d'un pas lent mais posé. Le soleil de fin de printemps filtrait à travers les haies et les murets de pierres sèches, éclairant les endroits où la mousse persistait encore. En passant devant l'entrée du domaine Merriweather, elle s'arrêta. Le portail était ouvert, mais le terrain était toujours bouclé par un panneau poli mais ferme. Enquête DE police entrée interdite. Mais à l'intérieur, quelqu'un bougeait derrière la serre. Ne voulant pas déranger, ou plutôt, ne voulant pas être vue comme importune, Miss Marple attendit. Quelques instants plus tard, l'agent James Withers émergea de l'allée du jardin, l'air troublé et se grattant la tête. Il s'arrêta net quand il la vit. « Mademoiselle Marple, vous avez l'habitude d'apparaître juste au moment où je ne sais pas ce que je fais. » Elle eut un petit rire. « J'imagine que beaucoup de gens ressentent la même chose en me voyant, James. Des nouvelles de l'inspecteur? » Withers soupira. Il se rapproche du jeune George Bartlett. Il semble que George ait eu une dispute publique avec M. Denham il y a 2 semaines à propos d'argent et de favoritisme. Et il était près de la tente des juges toute la matinée d'hier. Ah, et c'est là que le corps a été retrouvé? Derrière, plus ou moins. À moitié sous une rangée de crocus, curieusement. Et Triangle. Un travail très propre. Pas de traces d'outils, pas de bagarre. Et il avait toujours son portefeuille sur lui. Pas de vol, alors, murmura Miss Marple. Non, et aucun signe de panique. Mais ce n'était pas non plus un crime passionnel. M. Denham n'était pas, disons, assez populaire pour provoquer un accès de rage. Plutôt le genre de type qu'on aurait pu précipiter du haut d'une falaise sans bruit si personne ne le regardait. Et pourtant, dit Miss Marple, quelqu'un nous observait, d'une certaine manière. Une photo a été prise, n'est-ce pas? Withers cligna des yeux. Oui, tu l'as vue? Oui. Une photo charmante. Mais je me demande, James, qui l'a prise exactement. Madame Anderlecht, d'après la feuille d'inscription. En effet, la voix de Miss Marple était douce. On se demande si elle avait vraiment l'intention de capturer des fleurs. Withers s'étreigna. À quoi pensez-vous, Miss Marple? Oh, je ne pense à rien. Pas encore. Mais j'aimerais emprunter cette photo, si vous en avez une copie. Et peut-être parler à Felicity Anderlecht de manière informelle, bien sûr. Après tout, une garde en partie qui tourne au drame, laisse tant de fils en suspens. Et les fils, je trouve,
ont tellement tendance à se défaire si on les tire doucement. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'installait sur Gossington St. Mary et que les lampadaires de la ruelle clignotaient comme des yeux vigilants, Miss Marple était assise à son bureau, la photo du crocus à côté d'elle. Elle observa une fois de plus la silhouette floue. La silhouette était indéniablement masculine, grande et légèrement voûtée. La silhouette se tenait de profil, comme si elle parlait à quelqu'un juste hors du cadre. Ses doigts parcoururent les détails de l'arrière-plan, le contour lointain de la tente du jury et la position des ombres. Puis elle reprit son tricot, le rythme des aiguilles aussi calme que ses pensées. Ailleurs, chez les Anderlecht, Felicity se tenait devant son miroir, renouant son foulard pour la 3e fois de la journée. Elle fixa son reflet plus longtemps que d'habitude, puis attrapa un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvait une clé, encore enveloppée dans un mouchoir brodé d'une initiale délavée. Félicité hésita, puis glissa la clé dans sa poche. La nuit s'épaississait, le village s'apaisait, mais le silence retenait désormais son souffle. Cassington St. Mary était un endroit où l'on comprenait l'importance des apparences. Mais derrière les grilles du jardin et les bordées de rosiers, la vérité commençait à s'éveiller. Le lendemain matin commença par une pluie inattendue, douce mais persistante, effleurant les toits d'ardoise et trempant les massifs du jardin qui commençaient à peine à se remettre du tumulte de la fête. Les crocus, si éclatants quelques jours plus tôt, étaient maintenant couverts de gouttes, leurs pétales violets tels des parchemins pliés sous un ciel gris. Dans sa chaumière, Miss Marple remuait son porridge avec un calme délibéré, son regard s'attardant parfois sur la photographie de crocus, désormais discrètement épinglée sur le rabat intérieur de son secrétaire. Elle avait passé une partie de la nuit à l'étudier à la lueur vacillante de la lampe, remarquant non seulement la silhouette indistincte en arrière-plan, mais aussi le motif lumineux sur l'herbe des détails qui pourraient passer inaperçus pour la plupart, mais qui racontaient leur histoire silencieuse à quelqu'un d'adroit en observation. À 9h30, le courrier du matin arriva, accompagné d'une enveloppe portant une écriture inhabituelle mais élégante. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte. « Mademoiselle Marple, je comprends que vous ayez un œil pour les choses que les autres préfèrent ne pas voir. Puis-je vous demander quelques minutes de votre temps? Julian Sim. Esq. » Elle haussa un sourcil. Julian Symes. Ce nom avait été murmuré dans le village ces derniers temps, toujours avec un curieux mélange de crainte et de suspicion. Auteur de renommée moyenne et d'origine incertaine, il avait élu domicile dans la vieille maison du jardinier derrière le presbytère l'automne dernier. Selon l'opinion locale, il était soit un espion à la retraite, soit un dramaturge raté, soit quelqu'un qui soignait un chagrin d'amour. Il restait généralement discret, hormis un verre de sherry occasionnel au Bluefinch et un penchant pour les promenades seules avec un carnet usé. Elle arriva au cottage peu après 10 heures, parapluie à la main, l'allée bordée de mousse glissante et de buis envahissants. Julien ouvrit lui-même la porte, grand, mince, vêtu d'un manteau en tweed qui avait connu des décennies plus belles. Ses manières étaient distinguées, mais ses yeux brillaient d'une énergie inquiète qui rappelait à Miss Marple certains hommes qu'elle avait connus pendant la guerre des hommes qui observaient trop et dormaient trop peu. « Mademoiselle Marple, dit-il en lui faisant signe d'entrer, merci d'être venue. Je ne savais pas à qui d'autre confier ça. Eh bien, on entend des choses. On entend toujours des choses à Gossington, répondit-elle en s'avançant prudemment sur le tapis délavé. Certaines se révèlent même vraies. Il sourit faiblement. Tout à fait. Puis-je vous offrir du thé? Non, merci. Mais je vous écouterai avec plaisir, ce qui me semble plus enrichissant. Julien la conduisit dans un petit bureau rempli de livres et de feuilles volantes. Une odeur de tabac à pipe flottait dans l'air. Sur le bureau se trouvait un appareil photo, un vieux modèle, de ceux encore utilisés par les passionnés de photographie qui préféraient la tangibilité de la pellicule à la simplicité numérique des gadgets modernes. « J'ai entendu parler de votre photo, dit-il. Celle prise par Madame Anderlecht. Une image charmante, dit Miss Marple d'un ton léger. Oui, mais c'est troublant par ses implications. Voyez-vous, j'étais près de la tente ce matin-là, tôt. J'aime photographier la flore avant que la foule ne gâche le cadrage. J'ai croisé Monsieur Denham brièvement. Il semblait irrité, préoccupé. J'ai aussi vu George Bartlett en conversation avec lui. Un échange assez tendu. Miss Marple hocha la tête. Cela concorde avec ce que d'autres ont dit. Julien hésita, puis fouilla dans un tiroir et en sortit une autre photo,
plus petite et moins mise en scène celle-ci. Il a Louis Tendit. J'ai pris cette photo juste après 9 heures du matin. Je ne voulais pas photographier des gens, seulement la lumière à travers les arbres. Mais comme vous le voyez, il y a 2 silhouettes, juste derrière la tente des juges. Miss Marple prit la photo avec soin. Ils étaient là, indistincts, mais bien présents. L'un des personnages semblait être Monsieur Denham. L'autre était tourné vers l'extérieur, portant une écharpe au motif vert et or caractéristique. Elle le lui rendit. « Tu n'as pas parlé de ça à la police ?» Julien semblait mal à l'aise. « Non, je n'étais pas sûr. Et pour être franc, je n'aime pas être mêlé aux affaires du village. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Monsieur Denham. Je ne pouvais pas l'oublier. La peur? Demanda-t-elle. Non, de la colère, mais aussi de la trahison. » Miss Marple fit ses adieux peu après, laissant Julien seul et sans nouvelles de ses questions. En revenant sur le chemin détrompé, elle retourna l'image dans sa tête. Une dispute avant la fête, un photographe aperçu par hasard, et un mort dont le bilan, à en croire la rumeur, était plus coloré qu'équilibré. Elle a décidé de rendre visite à Felicity Anderlegg. Le domaine de Merriweather, malgré sa grandeur, avait le charme désuet des vieilles maisons anglaises. Élégant, défraîchi et un peu usé, Felicity ouvrit elle-même la porte, l'air calme mais las. Elle conduisit Miss Marple dans le salon, dont les rideaux étaient tirés malgré la lumière matinale. « Je suppose que je devrais m'attendre à des visites, » dit-elle en offrant le thé sans cérémonie. « On ne parle que de ça. J'imagine que c'est difficile, » dit doucement Miss Marple en acceptant la coupe. Le village a cette façon de regarder vers l'extérieur, tout en scrutant l'intérieur. Felicity Ritdousement. C'est plutôt poétique. Mais c'est vrai. Il y eut un silence. Puis Miss Marple dit, « Felicity, puis-je vous poser une question sur la photo que vous avez présentée au concours ?» Félicité s'arrêta. Et alors? Seulement que c'était assez astucieux pour un accident. Et que la silhouette en arrière-plan. Était-ce quelqu'un que tu connaissais? Felicity détourna le regard, ses doigts serrant la tasse. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai remarqué personne à ce moment-là. Je jouais avec la mise au point. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, une photo capture ce que notre esprit ignore souvent. C'est pourquoi elle est si révélatrice. Parfois, nous regardons complètement la mauvaise chose. Il y eut un long silence avant que Felicity ne parle à nouveau. Je n'avais aucune raison de faire du mal à Hugh, dit-elle sèchement. Il pouvait être difficile, certes, mais il était utile, efficace, et il savait qu'il ne fallait pas me contrarier. Miss Marple cligna des yeux. « Tu es contrarié ?» Felicity se leva brusquement. « Je suis désolé, Miss Marple. Je ne veux pas être impoli, mais je suis épuisé. Je crois que j'ai besoin de repos. » Important. Miss Marple la remercia doucement et jeta un dernier coup d'œil autour d'elle. Sur la cheminée se trouvait une petite photo encadrée, une ancienne, celle de Felicity avec un jeune homme dont le visage avait été volontairement détourné de l'objectif. Plus tard dans la journée, au presbytère, le révérend Calton et l'agent Withers se réunirent dans le calme. Le révérend joignit les mains. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, James, dit-il, à propos des finances de la succession. M. Denham est venu me voir la semaine dernière, très inquiet. Il a découvert un compte au sein du Merriweather Trust, un compte que je n'avais jamais autorisé. Des fonds étaient détournés. » Withers fronça les sourcils. « Savez-vous qui y avait accès? » Calton hésita. « Felicity. Mais aussi, une autre. » Il n'a pas dit le nom. « Pas encore. Le carnet du gendarme est resté ouvert, vierge. » Et dans son cottage, Miss Marple se remit à tricoter. Les aiguilles claquaient doucement tandis qu'elle murmurait. « Un foulard, dit-elle, comme si elle ne s'adressait à personne. Tellement distinctif. Et pourtant si facile à emprunter. Le village de Gossington St. Marie avait toujours été fière de son ordre. Même les scandales avaient la courtoisie d'arriver un à un, comme des invités attendant que l'hôtesse finisse de servir le thé. Mais depuis la fête de la Garden Society, une anxiété subtile s'était insinuée dans les ruelles et les haies. Pas de la panique, non, mais une sorte de vigilance. Comme si le village lui-même attendait que quelqu'un parle trop vite ou sourie un instant de trop. Au salon de Tébloufinch, le bruit habituel des tasses s'était atténué. Madame Simon éteignait désormais la radio pendant la journée, trouvant que même la gaieté de la radio gâchait l'ambiance. Les conversations étaient devenues plus feutrées, plus stratégiques. Chacun choisissait ses mots comme des pièces d'échecs,
avançant avec précaution, reculant si nécessaire. George Bartlett, le jeune homme désormais au centre des soupçons du village, avait pris l'habitude d'arpenter chaque matin le long sentier derrière le moulin. On le voyait moins souvent près des boutiques et ne s'attardait plus après l'église. La rumeur disait qu'il avait reçu la visite de l'inspecteur Krell, un homme sérieux et peu souriant du commissariat du comté, qui posait des questions pointues et prenait des notes avec l'indifférence de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse. C'est au cours d'une de ces promenades que George s'est retrouvé approché par quelqu'un qu'il n'attendait pas, Miss Marple. Elle attendait près du portillon, comme si elle avait simplement croisé en admirant un carré de violettes sauvages. « Quel étrange printemps !» dit-elle alors qu'il s'approchait. « Les crocus sont arrivés tard, et la pluie risque de les noyer avant qu'il n'ait eu l'heure due. » George parvint à esquisser un faible sourire. Oui, ça a été imprévisible. Ils marchaient ensemble, lentement, leurs pas adoucis par la terre humide. « J'imagine que c'est difficile, » dit Miss Marple au bout d'un moment, « d'être scruté. Surtout quand on est jeune et que les émotions peuvent être mal interprétées. » George baissa les yeux sur ses chaussures. « Il pense que j'y suis pour quelque chose. » Denham. « Mais non, on s'est disputé. » « Oui. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de bloquer la subvention pour le jardinage des jeunes. Mais je n'aurais jamais. »« Personne n'a dit que tu l'avais fait, George, » répondit doucement Miss Marple. « Mais il arrive souvent que, lorsqu'on connaît ses colères, elles deviennent utiles aux autres. Comme un pistolet chargé laissé sur la table, n'importe qui peut le récupérer. » Il s'arrêta de marcher. « Tu crois que quelqu'un se sert de moi? Qu'on me piège? Je pense, dit-elle calmement, que chacun se comporte selon sa nature. Et ta nature, George, n'est pas violente. Mais tu es loyal. Assez loyal pour garder des secrets. » George ouvrit la bouche, puis la referma. Une lueur brilla dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être, ou de la culpabilité. Miss Marple n'a exercé aucune pression. « Laissez-moi vous poser une question, » a-t-elle dit, presque comme une réflexion après coup. « Savez-vous qui d'autre avait accès à la tente des juges ce matin-là, avant l'arrivée du public? » Il hésita. « Plusieurs d'entre nous, je suppose. Madame Anderlecht, évidemment. Elle classait les entrées. M. Denham avait un presse-papier et des clés. Et, eh bien, Julian Sim rôdait dans les parages. « Ah oui, » dit-elle d'une voix pensive. « Monsieur Symes. Le genre observateur. Il voit plus qu'il ne le laisse paraître. Mais est-ce que quelqu'un est entré seul, plus longtemps que nécessaire? » George fronça les sourcils, pensif. « Je suppose que Violet Phelps l'a fait, maintenant que j'y pense. Elle est restée là près de 10 minutes avant le début de la cérémonie. Je m'en souviens parce qu'elle portait ce grand parapluie à la poignée rose en forme de perroquet qui s'est accroché au rabat de la tente. « Merci, George, » dit doucement Miss Marple. « C'est très utile. » Ils se séparèrent peu de temps après, mais l'esprit de Miss Marple était déjà en train de rassembler les révélations de la matinée. Violet Phelps. Une langue acérée et une soif de ragot, certes, mais aussi autre chose. Une nervosité ces derniers temps, une tendance à s'attarder sur des conversations auxquelles elle n'était pas invitée. Et puis, il y avait l'affaire de l'écharpe verte et or. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une visite discrète au presbytère. Le révérend Calton l'accueillit avec une surprise polie, mais ne parut pas mécontent de la voir. Il avait l'air d'un homme accablé par un poids non encore partagé. « Je pensais que vous viendriez, » dit-il. L'inspecteur a posé d'autres questions. Il semble croire que l'argent était le mobile. Des fonds détournés. Et ont-ils été détournés? Demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil rigide, mais confortable du vicaire. Il soupira. Apparemment. Un compte du Meriwether Trust affiche des retraits réguliers depuis 1 an. Une structure étrange. De petits montants, juste en dessous du seuil de déclaration, mais réguliers. Monsieur Denham l'a remarqué en premier. Il est venu me voir, discrètement, et nous avons convenu qu'il confronterait le responsable après la fête. Et il n'en a jamais eu l'occasion. Non. Le révérend fixa ses mains. Il m'a aussi dit autre chose, il soupçonnait que la signature autorisant les retraits avait été falsifiée. Elle correspondait à celle de Felicity, mais vaguement. Presque comme si quelqu'un l'avait pratiquée. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis, croyez-vous Felicity capable d'une telle tromperie? Il parut surpris. Felicity? Non, certainement pas. Elle est fière? Oui. Un peu distante. Mais malhonnête? Jamais. Mais les gens fiers,
dit doucement Miss Marple, peuvent être très dangereux lorsqu'ils sont menacés. Elle le remercia et prit congé, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles dans une rafale d'automne. Avant de rentrer chez elle, elle a fait un dernier arrêt, le cottage de Violet Phelps. Violette ouvrit la porte avec l'air prudent de quelqu'un qui s'attendait à un jugement. Son salon était bien rangé, rempli de coussins fleuris et de photos encadrées de mariage. « Miss Marple, dit-elle en clignant des yeux, à quoi me vaut ce plaisir? Oh, juste un petit coup de fil. J'aime beaucoup ces vieux cottages. Ils ont tellement de caractère. J'imagine que vous avez vécu ici quelque temps, depuis toute petite, répondit Violette en lissant sa jupe. C'était à ma mère avant moi. J'ai toujours admiré votre collection d'écharpes, dit Miss Marple, si éclatante et variée. Celle verte et dorée que vous portiez à la fête était vraiment ravissante. Violette s'efficia. Je ne sais pas de laquelle tu parles. Oh, j'en suis sûr. Il est sur l'une des photos. Impossible à confondre. Porté par quelqu'un à l'arrière-plan, près de M. Denham, peu avant sa mort. Le visage de Violet pâlit. Je l'ai prêté à quelqu'un, dit-elle rapidement. Felicity, je crois. Elle voulait quelque chose de gai pour l'exposition de photos. Ah, répondit Miss Marple en plissant les yeux. Quelle générosité. Et elle vous l'a rendu après? Non, répondit Violette trop vite. Non, je suppose que non. Je n'avais pas remarqué. J'en ai tellement. Miss Marple sourit en se levant du canapé. Oui, c'est facile d'égarer ses affaires, n'est-ce pas? Merci, Violet. Je ne te retiendrai pas. Alors qu'elle retournait dans l'allée, une bruine commençant à nouveau à taper sur son parapluie, Miss Marple considéra la toile qui avait commencé à se révéler. Une écharpe qui a voyagé de main en main. Une photographie qui a capturé plus que des fleurs. Une mort qui n'est pas due à la rage, mais à la stratégie. Et derrière tout cela, pas seulement des secrets, mais un arrangement soigné des apparences. Elle atteignit sa porte, s'arrêta et regarda en arrière vers la route. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler quelque chose de simple. Et maintenant, il commencerait à sentir les bords de ce déguisement se défaire. Le lendemain matin de sa visite au cottage de Violet Phelps, Miss Marple se tenait devant son modeste miroir, épinglant une broche en forme de chardon son petit clin d'œil aux vérités tenaces. Dehors, les nuages s'étaient enfin dissipés et le soleil apparaissait avec la pâle détermination de la fin du printemps. Le village, momentanément débarrassé de son triste voile de bruine, vibrait d'un optimisme prudent. Mais Miss Marple savait que la lumière du soleil arrivait souvent juste avant l'ombre. Sa routine matinale terminée, elle se dirigea vers la poste, empruntant le chemin le plus long, passant devant le cimetière et traversant le chemin de prairie. Non par nécessité, mais parce que son instinct, ses instruments d'intuition finement réglés lui disaient qu'il était temps d'observer non seulement les gens, mais aussi les lieux où il retournait quand personne ne les regardait. Les jardins du domaine Merriweather, toujours fermés au public en attendant la conclusion de l'enquête policière, demeuraient silencieux derrière leurs grilles en fer forgé. Pourtant, en passant, Miss Marple aperçut un mouvement au fond des massifs de crocus. Une silhouette penchée effleurait la terre d'une main gantée. Elle la reconnut instantanément. « Bonjour, inspecteur Krell », lança-t-elle avec une chaleur qui masquait sa curiosité. L'inspecteur se leva, s'épousta les mains et acquiesça poliment. Il n'appréciait guère les affaires de village, où les faits passaient après les sentiments et où chaque vérité affichait un sourire poli. « Mademoiselle Marple, dit-il en s'approchant du portail. Une promenade? Ou dois-je vous soupçonner d'intrusion dans le cadre d'une enquête? Je suis simplement une admiratrice de crocus, répondit-elle d'un ton léger. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait pousser à l'ombre des fleurs printanières. Krell la regarda, l'air indéchiffrable. Nous avons fouillé le jardin de fond en comble. Pas d'armes du crime, pas de traces d'effraction. Le jardinier jure que la remise était fermée à clé ce matin-là. Les poches de M. Denham ne contenaient qu'un crayon et son livre de compte. Propre comme un sous-neuf. Mais peut-être pas sa conscience, proposa-t-elle. L'inspecteur eut un sourire ironique. Ce n'est pas de mon ressort. Il restait un moment silencieux, observant un rouge-gorge picoré aux abords d'un parterre de fleurs. Puis Krell dit, presque d'un ton désinvolte, « Tu as parlé à George Bartlett, n'est-ce pas? » « Oui, un jeune homme attentionné. Loyal. Peut-être même trop. » Krell hocha la tête. « Il n'est plus suspect, pour l'instant. Un alibi a été avancé. Un jardinier l'a vu s'occuper de la serre et pendant une bonne partie de la matinée. De plus, il est nerveux,
pas calculateur. Notre tueur a planifié tout ça. Qui savait précisément quand et où M. Denham serait seul. Miss Marple pencha la tête. Et pourtant, il y avait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La silhouette sur la photo du crocus. Une silhouette désormais oubliée. Le regard de Krell s'éclaira. Que sais-tu de cette photo? Seulement, cela révèle plus que ce que le photographe souhaitait. Et que le foulard porté par la personne sur la photo n'est plus en possession de Felicity Anderlecht. D'ailleurs, elle n'est pas certaine de l'avoir jamais emprunté. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous suggérez que quelqu'un d'autre l'a porté? Pour se faire passer pour elle? Je suggère simplement que les apparences peuvent être trompeuses, inspecteur. Mais je me demande, avez-vous interrogé Julian Sim? Krell fronça les sourcils. Cet écrivain, il a fait une déclaration, disant qu'il prenait des photos près de la haie, mais qu'il n'avait rien vu. Des photos, murmura-t-elle. Oui, ce sont souvent ceux qui regardent en marge qui voient le plus. Plus tard dans la journée, Miss Marple rentra chez elle et trouva une enveloppe pliée, glissée dans sa boîte aux lettres, sans nom. À l'intérieur se trouvait une simple page, arrachée à ce qui semblait être un vieux carnet. L'écriture était inégale, bâclée. J'étais là. J'ai vu qui il a rencontré. Mais je ne peux pas parler. Pas encore. Regardez les crocus. Ceux près du cadran solaire. Un ami. Miss Marple s'assit aussitôt et plaça le mot sous un petit presse-papier en forme de hibou. Les crocus près du cadran solaire. Il y avait 3 par terre, si elle se souvenait bien. 2 pour le concours de la fête et un réservé à un aménagement futur, comme l'avait dit Madame Anderlecht. Il était temps de revisiter le domaine. Ce soir-là, profitant de la pénombre du crépuscule pour se cacher, Miss Marple s'approcha du chemin latéral du jardin. Le ruban de police avait été retiré 2 jours plus tôt, et bien que les grilles restassent fermées au public, une âme déterminée pouvait se faufiler à travers le panneau brisé près de la clôture ouest, un défaut connu surtout des enfants de Gossington, et désormais, de Miss Marple. Elle avança silencieusement, ses jupes relevées au-dessus de l'herbe humide, jusqu'à atteindre le cadran solaire. Là, sous une rangée de crocus, elle remarqua quelque chose d'anormal. Une parcelle de terre plus sombre que le reste, fraîchement retournée. Avec précaution, elle s'agenouilla et écarta la couche supérieure. Ses doigts, délicats mais sûrs, déterrèrent un objet fin enveloppé dans du papier ciré. C'était une paire de gants. Inquill. Shears. L'un d'eux portait une tache brun rougeâtre du sang séché, peut-être, ou de la rouille. Les gants étaient bien trop grands pour une main de femme. Miss Marple les réenterra soigneusement et rentra chez elle. Inutile de les emporter, pas encore. Maintenant qu'elle savait où ils se trouvaient, elle pouvait revenir avec l'inspecteur et laisser la scène se dérouler comme elle le devait. L'important était que quelqu'un les ait soigneusement cachés. Et les soins, elle le savait, appartenaient à quelqu'un qui avait quelque chose à perdre. Cette nuit-là, tandis que les lumières du village vacillaient une à une et que les hiboux prenaient leur poste de garde, Miss Marple était assise à son tricot, ses aiguilles cliquetant sans interruption. La laine était bleu pâle cette fois, douce et fine. Ses pensées, cependant, étaient tout sauf douces. Julian Sim avait été trop prévoyant avec sa photo, trop préparé dans sa présentation. Et Violet Phelps, malgré toute sa curiosité, semblait sincèrement effrayée peut-être par ce qu'on lui avait dit de voir, plutôt que par ce qu'elle avait vu. Quant à Felicity Anderlecht, son assurance demeurait son armure. Mais une armure pouvait être abîmée. Et l'orgueil, comme Miss Marple le savait bien, était un alliage des plus fragiles. Les gants dans le jardin. La signature falsifiée. L'écharpe sans propriétaire identifié. L'argent disparu. Une fausse photo, ou une vraie avec de fausses implications. Chaque pièce prise isolément signifiait peu. Mais ensemble, elles formaient la limite d'un tout plus vaste. L'image d'une personne motivée, dotée des moyens et de l'esprit nécessaires pour tromper. Et maintenant, le dénouement avait vraiment commencé. Le matin, elle parlerait à l'inspecteur Krell. Ils visiteraient ensemble le cadran solaire. Mais pour l'instant, elle s'autorisa un petit sourire. Car même dans un jardin de secret, c'était la plus petite mauvaise herbe qui vous disait où creuser. Le matin se leva à Gossington St. Mary avec une clarté presque surnaturelle, comme si le temps lui-même s'impatientait de brouillard et de rumeurs. Le soleil projetait une lumière dorée sur les toits du village, et la cloche de l'église sonna 9 coups secs, chacun avec une douce et définitive résonance. Miss Marple s'était levée tôt.
Son petit déjeuner, 2 tranches de pain complet et un œuf à la coque étaient restés presque intacts, à côté d'une tasse de thé tiède. Ses pensées étaient ailleurs. La veille avait été plus riche qu'elle ne l'avait prévu, et il n'y avait plus de place pour les simples spéculations. Elle s'était habillée avec soin. Un cardigan bleu doux, des perles discrètes et des chaussures confortables qu'elle ne portait que lorsqu'elle anticipait un terrain accidenté ou des humeurs inégales. À 10 heures, elle se tenait de nouveau devant le portail en fer forgé du domaine Merriweather, où l'inspecteur Krell l'attendait déjà. Appuyé contre la clôture, il feuilletait un carnet de poche avec le froncement de sourcils abstrait d'un homme qui n'aime pas les détails inachevés. « Bonjour, Miss Marple, dit-il en se redressant. « Vous êtes sûr de vous? Aussi sûr qu'on peut l'être sans confession, répondit-elle doucement. Mais peut-être trouverons-nous quelque chose de similaire, enfoui parmi les bulbes. Il hocha la tête, lui faisant signe de lui montrer le chemin. Ils traversèrent le jardin en silence, passant devant les massifs de crocus qui ressemblaient désormais moins à des compositions florales qu'à des scènes de crime. Elle le guida jusqu'au cadran solaire, où l'ombre se projetait sur la devise gravée « Le temps révèle tout ». Juste ici, dit-elle en désignant la tache humide près du bord du parterre de fleurs. L'inspecteur s'agenouilla et commença à creuser avec une petite truelle. Quelques instants plus tard, le paquet de papier ciré réapparut. Il l'ouvrit avec précaution, révélant les gants toujours tachés, toujours indéniablement masculins. Krell les retourna lentement, puis leva les yeux vers elle. Ces choses ont été cachées. Récemment. Oui, acquiesça Miss Marple, et pas de George Bartlett, je crois. Ses mains sont plus petites. Ses gants ne lui iraient pas. Krell rangea les gants dans un sac à preuve. Ils sont de bonne qualité. Monograms. J.S. Ça restreint le champ des possibles. L'expression de Miss Marple ne changea pas. Julian Symes Peter. L'inspecteur poussa un bref soupir. Ce sont toujours les discrets. Vous le soupçonnez, alors? Je soupçonne, dit-elle prudemment, qu'il en sait plus qu'il ne l'a dit. Mais reste à savoir si cette connaissance est coupable ou protectrice. Ils retournèrent au village par le chemin de traverse, s'arrêtant brièvement au presbytère où le révérend Calton confirma les initiales, les ayant vus une fois sur une paire de gants de Julian lors d'un déjeuner d'hiver. Miss Marple, cependant, ne s'adressa pas immédiatement à Julian Sim. Elle se tourna plutôt vers Felicity Anderlegg. La grande porte d'entrée de la maison Merriweather ne s'ouvrit qu'après un troisième coup, assez ferme. Felicity apparut, plus pâle que d'habitude, les yeux cernés malgré la clarté du jour. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'un ton neutre. Je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie. »« Non, ma chère, répondit doucement Miss Marple. Mais j'espère que ce sera utile. » Elle fut invitée dans le salon, où l'air était encore chargé d'une légère odeur de lilas et de vieille fumée. Les rideaux étaient à moitié tirés, comme si la pièce hésitait encore à accueillir le jour ou à le fermer. « Je vais être franche, » commença Miss Marple une fois qu'ils furent assis. « Certaines questions nous ramènent à vous, du moins indirectement. Votre écharpe, les irrégularités financières du Merriweather Trust et votre proximité avec M. Denham le jour de sa mort. » Félicité posa sa tasse de thé avec un tintement délibéré. « Je sais à quoi ça ressemble, » dit-elle d'une voix tendue. « Mais je n'ai pas tué Hugh. » Yeah. Elle marqua une pause, les yeux brillants. « Je savais ce qu'il avait trouvé, par contre. À propos de l'argent. Est-ce qu'il t'a confronté? » Non. Il me l'a dit indirectement. Il m'a laissé un mot. Il disait soupçonner une falsification interne. Je comprenais ce qu'il voulait dire. J'avais moi-même remarqué quelque chose d'anormal, mais je n'arrivais pas à comprendre. Puis il est parti, et j'ai supposé à tort, peut-être que quelqu'un d'autre avait plus à gagner à le réduire au silence. Qui? Felicity? Felicity hésita. Julian. Ou quelqu'un qui protège Julian. Voyez-vous, il y a quelque chose que je n'ai pas dit à la police. Il y a des années, mon oncle Feu le colonel a prêté à Julian une somme d'argent pour régler une dette de jeu. Elle n'a jamais été remboursée. Mais je crois que Julian estimait que cette dette lui donnait certaines libertés. Notamment l'accès aux comptes financiers de la succession, que mon oncle n'a jamais complètement sécurisé après son AVC. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et vous êtes restée silencieuse parce que je ne voulais pas provoquer de scandale dans la famille. Julian est apprécié dans certains cercles, et une dispute publique aurait transformé la fête en cirque. Je pensais pouvoir gérer ça discrètement. Je pensais que Hugh me laisserait du temps. Mais le temps, comme le souligne si judicieusement le cadran solaire,
révèle toute chose. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit sa deuxième visite de la journée, cette fois à Julian Sim. Il ouvrit la porte dans son tweed habituel, même si ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait ses lunettes. « Mademoiselle Marple, dit-il en s'écartant, entrez. Je m'attendais à vous voir. »« J'imagine que oui, » répondit-elle en prenant le siège le plus proche du foyer. Julian lui versa le thé avec une précision mécanique. Puis il s'assit en face d'elle, attendant. « Je vais être franche, » commença Miss Marple. « Vous saviez que M. Denham allait interroger quelqu'un au sujet des fonds volés. Vous étiez là, près de la tente. Vos gants ont été retrouvés, cachés sous les crocus. Et les initiales. » Il leva la main. « Oui, ils sont à moi. » Les mots flottaient dans la pièce comme de la fumée. « Je ne l'ai pas tué, » ajouta-t-il fermement. « Mais je sais qui l'a fait. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « Violet Phelps, Dowsmet. Elle est venue me voir la veille de la fête. Elle m'a dit qu'elle avait découvert les transferts d'argent et qu'elle pensait que Hugh la dénoncerait. Elle était paniquée. J'ai pensé, bêtement, que je pourrais la protéger. Que si je rencontrais Hugh ce matin-là, je pourrais le convaincre de ne pas aller voir la police. » Miss Marple ne dit rien. Il a refusé. On s'est disputé. Je suis parti. Je n'ai revu Violet que cet après-midi-là, quand le cri a retenti. Elle tremblait. L'écharpe était à elle, tu sais. Mais je l'avais empruntée. Elle a dit que ça pourrait me remonter le moral pour la fête. Et les gants, je les ai laissés tomber pendant la dispute. Je suis revenu plus tard dans la soirée pour les récupérer, mais je ne les ai pas retrouvés. J'ai paniqué, pensant qu'ils pourraient être utilisés contre moi. Je les ai enterrés, espérant que personne ne ferait le lien. « Et pourquoi maintenant ?» demanda Dowsmet, Miss Marple. Julian baissa les yeux. « Parce que la culpabilité s'installe. Parce que Violet m'a envoyé un mot ce matin disant qu'elle prévoyait de quitter le village. Elle a parlé de rupture nette. Je ne peux pas la laisser disparaître, pas sans lui dire la vérité. » Miss Marple se leva, la voix basse mais assurée. « Alors, il faut parler à Violet. Maintenant. » Dehors, le ciel s'était adouci, les nuages s'accumulant aux alentours. Au loin, un corbeau lança un cri rauque et retentissant, comme annonçant l'inévitable. La vérité n'était plus enterrée. Il ne restait plus qu'à le mettre en lumière. Violet Phelps vivait dans une modeste maison à Pignon, au nord de Gossington-St. à quelques pas de la chapelle et à portée de voix de la cloche de l'église. La maison, avec ses rosiers impeccables et ses fenêtres ornées de dentelles, avait toujours donné une impression d'ordre domestique parfait. C'était le genre d'endroit où rien de scandaleux ne pouvait arriver du moins, c'est ce que les villageois aimaient à croire. Mais Miss Marple, qui avait depuis longtemps cessé de se fier aux façades, savait que des rideaux bien rangés et des étayers masquaient souvent des vérités, bien plus confuses. Elle s'approcha du portail de Violet, suivie de près par Julian Sim, l'apaisement habituel de l'écrivain. Ses pas ralentirent lorsqu'ils atteignirent le chemin de pierre menant à la porte d'entrée. « Elle ne veut pas me parler ?» murmura-t-il. « Peut-être pas, » répondit Miss Marple. « Mais elle pourrait quand même écouter. » On ouvrit la porte presque immédiatement. Violette, vêtue d'un simple manteau de voyage et serrant un sac à main en cuir, parut surprise, mais se reprit vite. « Mademoiselle Marple. Monsieur Symes. Comme c'est inattendu. »« On ne vous retiendra pas longtemps, » dit gentiment Miss Marple en jetant un coup d'œil à la valise pleine, visible dans le hall. « Mais je crois qu'il serait préférable que nous nous parlions un mot avant que vous ne quittiez le village. » Violette hésita, ses jointures blanches contre la poignée du sac. « J'ai un train à prendre. Alors, mieux vaut ne pas perdre de temps. » Avec un soupir, Violette s'écarta, les laissant entrer. Le couloir sentait légèrement la lavande et le cirage. Tout était comme toujours, impeccable, calme, serein. Mais Violette, elle, était différente. Ses yeux étaient fatigués, sa bouche pincée. Elle fit un geste vers le salon, puis croisa les bras, sur la défensive, près de la cheminée. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle d'un ton cassant. « J'en ai assez des insinuations et des conversations chuchotées dans les magasins. »« Pas d'insinuations, » répondit Miss Marple. « Que des faits. Et l'occasion pour vous de les expliquer. Julian Essavenka. »« Violette, s'il te plaît. Je lui ai parlé des gants, de l'écharpe, de tout. Tu n'es pas obligée de porter ça toute seule. » Pendant un instant, Violette resta immobile. Puis elle rit d'un rire sec et aigu. « Bien sûr que oui. J'aurais dû m'en douter. Tu as toujours eu une conscience, Julian. Tardivement, mais tenace.
Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors, comme si la vue du village pouvait lui apporter un peu de réconfort. Puis elle parla, d'une voix plus basse, plus résignée. Je ne voulais pas que ça arrive. Vraiment. Je voulais juste parler à Hugh. Lui expliquer. Il allait aller voir la police. Il avait trouvé les écritures manquantes dans les registres du trust. Il avait réalisé que quelqu'un transférait de l'argent au nom de Felicity. Et cette personne, dit doucement Miss Marple, c'était vous. Violette hocha la tête sans se retourner. Oui, c'était stupide. Désespéré, vraiment. J'étais dans un état lamentable. Mon frère est malade, et les frais médicaux s'accumulent. J'avais épuisé mes économies et ma fierté depuis longtemps. Quand j'ai découvert l'accès au compte caché dans de vieux papiers du colonel, j'ai pensé pouvoir l'utiliser discrètement. Juste ce dont j'avais besoin. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais Hugh ne restait pas silencieux, dit Julien. Tu avais peur d'être démasqué. Je l'ai supplié. Il est resté impassible. Il a dit que les principes comptaient plus que la pitié. Elle se retourna enfin, les yeux humides. J'ai perdu le contrôle. Ce n'était pas prévu. Il a essayé de s'éloigner, et il y avait une ficelle de jardin sur la table d'évaluation. Pour attacher les roses primées. Je voulais juste l'arrêter, le retenir. Mais il est tombé. Le silence emplit la pièce, lourd et étroit. Miss Marple observa le visage de Violet. Il n'y avait aucune malice, seulement de l'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui n'avait plus de mensonges à se raconter. Pourquoi cacher les gants? Demanda-t-elle doucement. Je ne les ai pas touchés, dit Violette. Je ne les ai jamais touchés. Julien a dû les laisser tomber lors de sa rencontre avec Hugh. Je les ai retrouvés plus tard, en retournant, pour m'assurer que rien d'incriminant n'avait été oublié. J'ai paniqué. Je me suis dit que si on les retrouvait, cela le conduirait à sa perte. Alors tu les as enterrés sous les crocus. Elle hocha la tête. Et les chartes? Demanda Miss Marple. C'était à Julien. Je le lui ai prêté ce matin-là. Il a oublié qu'il le portait, je crois. Mais sur la photo, on aurait dit que j'y étais. J'ai compris ce que cela pouvait suggérer et j'ai espéré que cela embrouillerait les choses suffisamment longtemps pour que je trouve une solution. Julien passa une main dans ses cheveux. J'aurais dû me manifester plus tôt. Mais je pensais pouvoir te protéger. Personne ne peut être éternellement protégé de la vérité, dit Miss Marple, non sans amabilité. Seulement à retardement. Il y eut un long silence. Violette s'assit enfin, la posture affaissée, le vernis poli de son sang-froid enfin dépouillé. J'allais partir, dit-elle. Repartir à zéro dans un endroit où personne ne me connaissait. J'ai même trouvé du travail grâce à un cousin à Exeter. Mais je suppose qu'on ne peut pas vraiment recommencer. Pas avec ça. Julien se tourna vers Miss Marple. Que va-t-il se passer maintenant? Allons voir l'inspecteur, répondit-elle. Il est temps que la vérité soit dite. Violette hocha légèrement la tête. Oui, je ne courais pas. J'en ai marre de courir. Ils quittèrent sa chaumière peu avant midi. La nouvelle ne s'était pas encore répandue, et le village vaquait encore à ses occupations habituelles. Course, taille des rosiers, échange de ragots trop fades pour piquer. Mais déjà, Miss Marple sentait un changement dans l'air. Le lendemain matin, le County Courrier titrait « Arrestation pour le meurtre de Gossington faite ». Une villageoise passe aux aveux. L'article était bref et respectueux. Violet Phelps a été placée en détention provisoire avec la pleine coopération des autorités. Le mobile était décrit comme une contrainte financière, et la police a salué le travail des témoins locaux et des membres de la communauté attentifs. Au salon de Téblouffinch, la nouvelle fut accueillie avec un curieux mélange de surprise et de soulagement. La plupart des villageois s'accordèrent à dire que Mademoiselle Phelps avait toujours posé des questions un peu trop vite et donné des réponses un peu trop vagues. Certains affirmèrent l'avoir soupçonnée dès le début, mais aucun ne put expliquer précisément pourquoi. Miss Marple, sirotant son thé près de la fenêtre, ne fit aucune déclaration de ce genre. Elle écoutait poliment, hochait la tête aux moments opportuns et gardait ses pensées pour elle, comme toujours. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Krell s'est arrêté à son chalet. « Vous aviez raison, dit-il simplement. Les gants, l'écharpe, le mot, tout remontait à elle. Et les aveux de M. Sim correspondaient parfaitement à la chronologie. Miss Marple's Surrey Fablement. C'est le cas de la plupart des choses, si on prend le temps de regarder sous la surface. Krell hésita. Vous savez, nous avons des détectives à Scotland Yard qui ont 2 fois votre perspicacité et 2 fois votre fierté. Elle rit. Oui,
Eh bien, l'orgueil est rarement utile pour résoudre un mystère. L'observation silencieuse, en revanche, a tendance à faire l'affaire. Il a soulevé son chapeau et est parti. Alors que le soleil couchant projetait de longues ombres dorées sur l'allée, Miss Marple retourna à son fauteuil, tricotant sur ses genoux. La photo du crocus reposait toujours sur son bureau, sa silhouette floue figée à jamais dans le printemps. Un symbole, peut-être, de la facilité avec laquelle on peut mal interpréter un moment. Mais aussi un rappel. La vérité, comme le temps, peut être obscurcie, mais elle ne disparaît jamais. Il n'attend plus que d'être vu. Pendant un bref instant particulier, Gossington St. Marie expira. La confession de Violet Phelps étant désormais le sujet de conversation de tous les foyers et de tous les coins de rue, le village commença peu à peu à se détendre. L'excitation immédiate des spéculations avait laissé place à une conversation plus calme et réfléchie, celle qui refait surface après une tempête, quand les dégâts sont comptabilisés et que les ragots s'apaisent. Au salon de thé Bluefinch, le ton avait encore changé. Madame Simon, toujours à l'écoute des émotions de ses clients, servait désormais son gâteau au citron avec une part de sympathie supplémentaire. « J'ai toujours dit que mademoiselle Phelps avait quelque chose en elle, remarqua-t-elle un matin, penchée sur le comptoir, tout en servant du thé au révérend Calton. Ce sont les personnes réservées, vous savez. Elles ne montrent jamais leur fardeau avant d'avoir craqué. » Le vicaire hocha la tête pensivement, mais ne dit rien. Il avait prononcé un sermon la veille sur la miséricorde et le courage moral. Il n'avait cité aucun nom, mais tout le monde avait compris. Même les crocus, maintenant dans leur dernière floraison, semblaient discrets. Et pourtant, Miss Marple n'était pas entièrement tranquille. Le sentiment de malaise qui provenait autrefois de l'incertitude avait cédé la place à une inquiétude plus calme, qui ne provenait pas du doute, mais de choses qui n'étaient pas tout à fait à leur place. Ce matin-là, elle était assise dans son jardin, son tricot sur les genoux, les pensées vagabondant dans tous les sens. La photo du crocus reposait dans le tiroir de son bureau, toujours sans cadre, et elle l'observait encore de temps en temps. Elle ne l'avait pas quitté. Violette avait avoué, oui, et il y avait du vrai dans ses paroles. Mais Miss Marple ne pouvait ignorer le ton, moins de culpabilité, plus de résignation. Il n'y avait pas eu de réelle malveillance chez Violette. Seulement de la peur, du désespoir. Mais il manquait quelque chose. Ce n'était ni le mobile, ni les moyens. C'était le moment réel du meurtre. Violet avait déclaré que l'incident s'était produit dans un état de panique, une bagarre physique qui avait dégénéré soudainement. Mais le rapport médico-légal, communiqué de manière vague par l'inspecteur Krell, soulignait la précision de l'acte. Aucun signe de lutte, aucune échymose compatible avec une altercation soudaine. Un acte méthodique, propre et efficace. Miss Marple avait déjà vu de tels décès, aussi rares fussent-ils. Il ne témoignait pas de panique. Il parlait de calcul. Elle se leva de sa chaise, époussetant une feuille sèche de sa jupe. Son esprit se tourna alors, doucement mais fermement, vers Julian Sim. L'écrivain gentleman avait semblé serviable, quoique évasif. Il s'était impliqué avec les gants. Et pourtant, il avait aussi soigneusement orienté le récit vers Violet. Il avait présenté sa panique. Sa version de ses peurs. Était-ce une protection ou une déviation? Elle décida qu'il était temps de rendre visite au révérend une fois de plus. À son arrivée, le presbytère était frais et faiblement éclairé. Le révérend Calton l'accueillit dans son bureau, où la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses et donnait à la pièce l'impression d'un lieu préservé du temps. « Mademoiselle Marple, dit-il chaleureusement. À quoi me vaut ce plaisir? J'ai besoin d'un peu d'aide, répondit-elle. Par curiosité. Vous avez toujours soigneusement tenu des registres des actions caritatives de la succession, n'est-ce pas? Il parut légèrement surpris, mais hocha la tête. Bien sûr. Les comptes du Merriweather Trust sont gérés ici. Enfin, c'était le cas. Hugh Denham aidait à les organiser après que les choses soient devenues difficiles avec Felicity. Ah oui, Felicity. Miss Marple s'assit doucement sur une chaise. Voyez-vous, j'ai pensé au faux que Violet Phelps a avoué. Celui qui lui a permis de détourner des fonds. Je me demandais si je pourrais voir un échantillon de cette signature. Le révérend se leva et disparut dans la pièce voisine. Il revint avec un dossier qu'il déposa soigneusement sur la table. Le voici, dit-il. Voici le document signalé par Hugh, l'autorisation de retrait de plusieurs centaines de livres. Supposément signé par Felicity Anderlegg.
Miss Marple l'examina, in silence. La signature était élégante, presque trop élégante, tracée avec soin d'une main sûre, comme copiée. Mais il y avait autre chose. Le F majuscule était bouclé d'une manière particulière, un style qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Pas dans les écrits de Felicity. Chez Julian. Elle se redressa lentement. Révérend, quelqu'un a-t-il déjà suggéré que Julian Sim aurait pu être impliqué dans ces comptes avant Violet? Le révérend hésita. Eh bien, non. On a toujours supposé qu'il n'avait rien à voir avec les finances de la Fondation. Mais il avait un lien avec le défunt colonel. Une dette qu'il n'a jamais remboursée. Et il rendait souvent visite à Felicity. Il connaissait la structure du domaine, les échéanciers, les comptes. C'est un accès privilégié pour quelqu'un sans responsabilité. Le révérend fronça les sourcils, une lueur de suspicion se lisant sur son visage pourtant placide. Suggérez-vous que Julian a falsifié la signature? Je suggère, dit prudemment Miss Marple, que Violet Phelps a été manipulée. Son désespoir la rendait vulnérable. Je crois que Julian en a profité. Et je crois que lorsqu'Hugh l'a confronté peut-être pas seulement à propos de l'argent, mais aussi de ses dettes passées et de ses motivations, Julian a compris qu'il n'avait plus aucune marge de manœuvre. Mais Violet a avoué. Oui, dit doucement Miss Marple, parce qu'elle croyait n'avoir pas le choix. Parce qu'elle pensait avoir indirectement causé la mort de Hugh, et Julian a nourri cette croyance jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude. Elle se leva. Je dois reparler à l'inspecteur Krell. Cet après-midi-là, l'inspecteur Krell était assis derrière son bureau, les sourcils froncés tandis que Miss Marple exposait sa théorie. Tu penses que Sim a commis le meurtre, dit-il lentement, et qu'il a ensuite utilisé la culpabilité de Violet pour se protéger. Je pense qu'il l'a planifié, oui. Ou du moins, lorsque l'occasion s'est présentée, il a agi avec une intention claire. Les aveux de Violet l'ont parfaitement couvert. Il l'a laissé faire. Il l'a encouragé. Mais elle n'a pas tué Hugh. Elle s'est peut-être disputée avec lui, peut-être même menacée. Mais l'acte fatal, une strangulation effectuée avec précision, n'était pas le sien. Crealesi frauda, les tempis. Il nous faudra des preuves. J'ai une possibilité, dit Miss Marple. Les gants. Il hausa un sourcil. Ils ont été enterrés sous le massif de Crocus. Mais soigneusement. Emballés et cachés. Violet a paniqué, certes, mais la panique ne se prête pas à une dissimulation aussi soignée. Julian a prétendu être revenu les chercher après le meurtre, mais ne les a pas trouvés. Pourtant, il savait exactement où chercher. Krell plissa les yeux. Parce qu'il les a enterrés lui-même. Miss Marple hocha la tête. Et ce n'est pas tout. L'écriture sur le formulaire d'autorisation. Le F fleurit. Le trait exact apparaît dans les premières lettres de Julian à Felicity. Elle en a conservé quelques-unes. Le soir, l'inspecteur Krell était revenu au domaine de Merriweather, cette fois non pas avec des questions, mais avec un mandat. Julian Sim a été retrouvé dans son bureau, un sac à moitié rempli, le même carnet ouvert à une nouvelle page. Lorsque l'inspecteur lui a présenté les preuves gants, écriture, chronométrage, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il s'est assis et s'est servi un verre. Je pensais pouvoir m'en sortir, dit-il enfin. J'avais fait pire dans ma jeunesse et je ne me suis jamais fait prendre. Violet, elle m'a facilité la tâche. Elle se sentait déjà coupable de tout dans sa vie. Il regarda Miss Marple. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas enterrer des gants là où poussent des crocus. Elle n'a rien dit. Elle savait que la vérité finissait toujours par éclater, même quand il est caché sous les pétales. À Gossington St. Mary, le calme revenait souvent trop vite après un scandale. Comme si le village, une fois soulagé, sautait de reprendre son rythme habituel, aplanissant les fissures d'un sourire poli et d'une seconde portion de scone. Mais pour ceux qui y prêtaient une attention particulière, les vigilants et les sages, l'air conservait une légère tension, comme une horloge dont le tic-tac serait légèrement décalé. Julian Sim n'avait pas encore été formellement arrêté. L'inspecteur Krell, prudent et minutieux, avait choisi de le garder sous étroite surveillance pendant la vérification des derniers éléments. Les gants, la fausse signature et les circonstances entourant les aveux de Violet Phelps dressaient un tableau presque complet. Mais comme Miss Marple l'avait souvent répété, presque complet n'était jamais suffisant. Pendant ce temps, Julian restait dans sa chaumière à la sortie du village, où il ne recevait aucun invité et ne faisait aucune apparition publique. Il n'était pas retourné au Blue Finch, ni à la messe du dimanche,
et même la postière avait remarqué que sa boîte aux lettres était restée fermée pendant 3 jours. Pourtant, il n'y a eu aucune tentative de fuite. C'était, pour Miss Marple, le détail final et le plus intrigant. Ce n'était pas la culpabilité qui maintenait un homme en place. N.I.L. Innocence. C'était la fierté. Elle lui rendit visite le 4e après-midi suivant sa confession informelle, portant un petit panier de biscuits au citron et son air habituel et discret. Il ouvrit la porte en manche de chemise, l'air las mais poli. « Mademoiselle Marple, diddle, N. Essecart. Je me doutais que vous reviendriez. J'ai pensé que tu aimerais un peu de compagnie, répondit-elle. Et l'occasion de remettre de l'ordre dans ce désordre avant qu'il ne soit pris en charge par des mains moins bienveillantes. Il haussa un sourcil. Vous parlez comme si le verdict était déjà rendu. Non, Monsieur Simis, dit-elle doucement. Seulement, il manque encore un chapitre important à votre histoire. Elle posa le panier et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Dehors, les premières feuilles de l'été commençaient à pousser, vertes et pleines de promesses. Les crocus avaient disparu, leur moment de gloire était révolu. Voyez-vous, poursuivit Miss Marple, ce qui me trouble le plus, ce ne sont pas vos motivations, ni même votre méthode, mais votre erreur de calcul. Julian Serraidit. Pardon? Vous pensiez que Violet avouerait tout, dit-elle. Et vous aviez presque raison. Mais elle ne l'a pas fait. Pas sur le moment précis de la mort. Voyez-vous, elle a décrit une bagarre. De la panique. Un acte imprevo. Mais cela contredit les preuves. M. Denham a été étranglé proprement, sans signe de lutte. Un acte méthodique commis par quelqu'un qui l'avait déjà fait, ou du moins qui l'avait imaginé en détail. Il détourna le regard. Je pense que vous saviez qu'elle porterait le poids de la culpabilité pour ce qu'elle croyait avoir déclenché, poursuivit Miss Marple. Et je crois que vous l'avez encouragée à ressentir ce poids. Mais votre erreur fatale a été de ne pas comprendre comment elle pourrait vaciller sous ce poids. La culpabilité, Monsieur Sim, est rarement obéissante. Elle allait partir, murmura-t-il, presque pour lui-même. Elle me l'a dit. Cette nuit-là. Oui, répondit Miss Marple en hochant la tête. Mais pas avant de m'avoir laissé un mot. Pour moi. Il se retourna, les yeux perçants. Elle n'a pas prononcé votre nom, ajouta Miss Marple. Elle a seulement dit que la vérité se trouvait dans les crocus près du cadran solaire. Elle-même ne l'a pas entièrement comprise. Mais elle en savait assez pour faire des allusions. Et je pense que si vous lui aviez accordé un jour de plus, elle aurait peut-être dit toute la vérité. Julien se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Non, dit doucement Miss Marple. Un meurtre est rare. Mais à partir du moment où tu as décidé de laisser Violet porter la responsabilité, d'utiliser son désespoir pour te protéger, c'est là que c'est devenu impardonnable. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Que voulez-vous de moi, Miss Marple? Des aveux? Vous avez déjà les pièces du puzzle. Non, dit-elle. Ce que je veux est bien plus simple. Je veux voir si tu es capable d'un dernier acte d'honnêteté. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'au bureau où une feuille de papier se trouvait à côté d'un stylo-plume décapuchonné. Eckersall, dit-elle. Écris ce que tu as fait. Avec tes propres mots. Signes. Pas pour la police. Pas même pour Violet. Mais pour la vérité. Cette petite chose insaisissable que tu as essayé de réarranger à ton avantage. Il fixa le papier. Sa main tremblait lorsqu'il prit la plume. Un long silence suivit, le seul bruit étant celui du tic-tac de la vieille horloge sur la cheminée. Enfin, il écrivit. Une fois cela fait, il fit glisser le papier sur la table et croisa son regard. « Je suppose que tu vas remettre ça à Krell ?»« Non, répondit Miss Marple en pliant soigneusement le papier et en le glissant dans son sac à main. « Tu le feras. » Il ne discuta pas. Peut-être comprenait-il enfin qu'il existait des prisons pires que des barreaux de fer. Ce soir-là, l'inspecteur Krell reçut les aveux écrits. Julien Sim fut discrètement emmené de chez lui et n'opposa aucune résistance. Il n'y eut aucun spectacle, aucun gros titre crié depuis les marches de la poste. Juste une voiture de police, un silence respectueux et un village qui choisit pour l'instant de ne pas regarder de trop près ses propres ombres. Lorsqu'on lui a dit la vérité, Violet Phelps a pleuré, silencieusement incrédule. « Je croyais y être parvenu, murmura-t-elle à Miss Marple quelques jours plus tard. J'y croyais vraiment. Il m'y a fait croire. Miss Marple lui prit la main. Certaines personnes ont un don terrible pour ça. Mais l'esprit, ma chère, ne se laisse pas tromper si facilement une fois qu'il commence à se remettre en question. Pensais-tu que je me sentirais à nouveau propre un jour?
Oui, répondit doucement Miss Marple. Mais pas rapidement. Et pas complètement. Le sol ou quelque chose de terrible à pousser peut mettre du temps à cicatriser. Mais il cicatrise. Le dimanche suivant, les massifs de crocus furent retournés en prévision des plantations d'été. Felicity Anderlegg, désormais pleinement maîtresse des affaires du domaine Merriweather, supervisait tranquillement, le visage calme mais réservé. George Bartlett, désormais hors de tout soupçon, avait repris son travail bénévole dans la serre et on le voyait souvent discuter avec animation avec les jeunes membres de la société de jardinage. Son énergie était revenue, ainsi que son appétit. Au Bluefinch, Madame Simon a parlé de toute l'affaire avec le ton de quelqu'un qui raconte un rêve trop étrange pour être raconté correctement. Et Miss Marple, fidèle à elle-même, déclina toute attention et tout remerciement. Elle retourna à son tricot, à son jardin, à sa petite vie de grande observation. Mais de temps à autre, elle jetait un coup d'œil à la photo du crocus toujours sans cadre, encore marquée d'une ombre légère. Non pas parce qu'elle avait besoin qu'on lui le rappelle, mais parce que, comme elle le savait bien, même l'image la plus charmante pouvait contenir un crime dans son flou. Et parfois, ce flou n'était pas accidentel. C'était du camouflage. L'été arriva à Gossington St. Marie, non pas en fanfare, mais avec une insistance douce et dorée. Les haies s'épaissirent, les abeilles bourdonnèrent paresseusement parmi les fleurs de sureau, et le village, toujours enclin à adoucir ses bords effilochés, s'installa dans un rythme de longs après-midi et de doux crépuscules. La Garden Society, ayant qualifié la fête de cette année à la fois de triomphe de l'horticulture et de tragédie à ne jamais répéter, avait entamé les préparatifs de son prochain événement avec une sorte de déni joyeux. Une exposition de roses d'été était prévue pour la mi-juillet. Personne n'a mentionné les crocus. Miss Marple, bien que polie en public et toujours gracieuse au thé, savait qu'il valait mieux ne pas faire semblant que tout allait bien. La vérité avait été découverte, oui. Julian Sim avait avoué et avait été placé en garde à vue, et Violet Phelps avait été blanchi du pire, même si les traces de ses choix persistaient. Pourtant, aucune véritable résolution n'est venue sans réflexion. Elle avait toujours cru que, contrairement à ce que prétendaient souvent les romans policiers, un meurtre se terminait rarement sans heurts. Il n'y avait pas de point final, pas de dernier mot, seulement une pause inquiète où la vie reprenait son cours, moins certaine qu'avant. Ainsi, par un chaud jeudi matin, Miss Marple retourna au domaine de Merriweather. Le parc, à nouveau ouvert au public, avait été restauré avec soin. Les massifs de crocus avaient été replantés, cette fois avec des bulbes entièrement différents des dahlias, pour la floraison de fin d'été. Pourtant, le sol était encore chargé de souvenirs, et Miss Marple, debout près du cadran solaire, ne put s'empêcher de le sentir remuer. C'est là que Felicity Anderlegg l'a trouvé. « Je me demandais si tu viendrais, » dit Felicity d'une voix calme, mais teintée de fatigue. « Les dahlias poussent bien. Le sol ici est résistant. »« Comme vous, » répondit Miss Marple. Felicity esquissa un léger sourire. « Vraiment? Je me le demande. Ces dernières semaines, je me suis interrogé sur tout. À quel point j'avais peu remarqué, à quel point j'avais supposé. J'ai laissé Julien entrer dans nos vies si facilement. Il était charmant, et j'étais, peut-être un peu seul. C'est une combinaison dangereuse, dit doucement Miss Marple. Le charme et la solitude. Ça fait croire des choses sans preuve. Je suppose que je voulais croire qu'il avait encore de l'honneur, dit Felicity en croisant les bras. Même quand les comptes ont commencé à présenter des incohérences. Même quand j'ai trouvé ces papiers non signés dans le coffre de la succession. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Une erreur. Miss Marple hocha lentement la tête. Nous souhaitons tous retarder le moment où le soupçon deviendra une certitude. Ils restèrent ensemble en silence, le cadran solaire projetant son ombre familière. Il s'est servi de nous tous, poursuivit Felicity. Violet, George, même Hugh. J'ai lu la confession. Froid comme la pierre. Il se croyait intelligent, il pensait pouvoir manipuler le village comme les personnages d'un roman. Il a oublié quelque chose d'important, dit Miss Marple en retirant un pétale de sa manche. Les vraies personnes n'agissent pas toujours comme on l'attend. Surtout quand la vérité s'impose. C'était son erreur de calcul. Et Violet, elle trouvera sa voie, dit Miss Marple. Avec le temps, elle a encore une conscience. Elle ne refera plus les mêmes erreurs. Felicity étudia l'expression de Miss Marple, son regard se rétrécissant légèrement.
Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle au bout d'un moment. Tout ça, à détecter. Tu ne cherches jamais la reconnaissance, ni même les remerciements. Miss Marple se tourna vers elle avec un doux sourire. Parce qu'il est important pour moi que personne ne soit incompris, que justice soit rendue discrètement, sans faste. Et parce que, chère Felicity, la nature humaine ne change pas, mais elle se lit comme un livre. Felicity ne répondit pas tout de suite. Puis, d'un léger mouvement de tête, elle dit « Merci d'avoir lu ce que nous avons tous manqué ». Miss Marple quitta le jardin peu après, ses pas légers sur le gravier. Elle croisa George Bartlett près de la serre, où il était plongé dans la taille des rosiers. Il lui fit signe de la main avec son sécateur, le visage plus radieux qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Mademoiselle Marple, cria-t-il, vous viendrez à la vitrine des roses, n'est-ce pas? Si je suis épargnée, répondit-elle avec un clin d'œil. Elle continua son chemin, où le village avait retrouvé son authenticité. Une nouvelle affiche avait été accrochée au panneau devant l'épicerie. Vente de pâtisserie et tombola du Wisconsin, samedi à 14 heures. Quelqu'un avait ajouté un petit croquis représentant une tasse de thé à côté. Au salon de thé Bluefinch, elle s'arrêta pour déguster une tasse de Darjeeling. Madame Simon la salua chaleureusement et lui offrit une part de tarte aux prunes. Pour service rendu, que vous les acceptiez ou non. Miss Marple l'accepta avec sa grâce habituelle, s'asseyant près de la fenêtre et regardant la rue étroite où la vie continuait. Plus tard dans la soirée, de retour à son chalet, elle s'assit dans son fauteuil préféré, une pelote de laine fraîche sur les genoux. La photo du crocus, désormais encadrée, se trouvait sur la table à côté d'elle. Elle ne lui semblait plus menaçante, mais importante. Un rappel que même des lignes floues peuvent apporter de la clarté, si l'on sait regarder. On frappa à la porte. C'était l'inspecteur Krell, chapeau à la main. « Je passais par là, dit-il. Je pensais m'arrêter. Vous avez entendu dire que Sim a été transféré à la prison du comté? Oui, répondit Miss Marple. Et qu'il a fait une deuxième déclaration? Krell hocha la tête. Il a avoué avoir volé 3 propriétés avant celle-ci. Des manigances astucieuses. Il a usé de charme et commis des erreurs plausibles. Mais Denham, semble-t-il, fut le premier à le défier directement. Alors nous devons quelque chose à Monsieur Denham, dit Mademoiselle Marple. Même si cela a coûté cher. Krell resta un moment de plus dans l'embrasure de la porte, puis inclina son chapeau. À la prochaine, Miss Marple. J'espère qu'il n'y en aura pas. Elle sourit. Il y en a toujours un. Quelque part. Après son départ, elle retourna à son tricot. La lumière extérieure s'était atténuée, mais à l'intérieur, la lumière de la lampe éclairait doucement la pièce. En fin de compte, le mystère ne résidait pas dans les crocus, ni dans la photographie. Il résidait dans les trahisons silencieuses, dans la confiance mal placée, dans la façon dont un homme se croyait plus intelligent que la conscience d'un village. Mais le village avait compris. Finalement, et Miss Marple, qui avait tout vu, avait simplement contribué à ce que cela se produise. Alors que l'horloge approchait de la nuit, les aiguilles claquaient à un rythme tranquille. Dehors, quelque part au-delà des haies, un autre crocus fleurissait en sa saison. Et sous la surface, toujours, la nature des choses attendait d'être découverte.